Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés Radio et avec TV5 Monde. Évidemment une émission particulière consacrée à la crise des Gilets jaunes. Je vous retrouve dans une seconde pour le Journal des territoires. À tout de suite. Une émission, je vous le disais, consacrée ce matin donc à la colère populaire qui s'est exprimée ce week-end à Paris, mais aussi un peu partout dans le pays. Nous tenterons également d'examiner avec nos éditorialistes de la presse quotidienne régionale comment le gouvernement peut sortir de cette crise. Ils sont avec nous sur ce plateau. Hubert Couturier, Michel Richard et Cyril Peter. Ils sont là. Nous rejoindrons également en direct et en duplex de Bordeaux Raphaël Orenbuch de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, que vous voyez sur l'écran. Elle se trouve place Péberlan, où ont eu lieu les manifestations les plus violentes à Bordeaux. Et puis en direct d'Amiens également avec Anne-Charlotte Duvivier de WEO Picardie, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Et enfin Denis Caro depuis Nice nous parlera de l'initiative que lance la rédaction de Nice Matin, une rencontre entre les élus de La République En Marche et les Gilets jaunes. Tout de suite, c'est le JT. Depuis 48 heures, les images de Paris saccagées tournent en boucle dans le monde entier. Voitures calcinées, immeubles et biens dégradés. Vous le voyez également, le reste de la France n'a pas été épargné. Un exemple ici à Narbonne. Des débordements ont eu lieu en marge d'un rassemblement des Gilets jaunes. Plusieurs dizaines de casseurs ont mis le feu au bâtiment à proximité de péages du sud de la ville. Ce sont de véritables scènes de chaos auxquelles on a assisté, orchestrées par des personnes encagoulées, pour la plupart très jeunes. Tout de suite, d'autres villes de France ont été touchées par cette flambée de violence, d'ordinaire assez calme. Et Bordeaux a été, elle aussi, le théâtre d'événements marquants. On rejoint tout de suite Raphaël Orenbuch, journaliste pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Raphaël, vous êtes en direct de la place Péberlan. C'est là où tout s'est déroulé samedi, en face de la mairie. Racontez-nous. Oui, alors il n'y a plus aucune trace ce lundi matin, mais c'est bien ici sur la place Péberlan où se trouve derrière moi l'hôtel de ville de Bordeaux qu'ont eu lieu les violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ce samedi après-midi. Du jamais vu dans la capitale de la Gironde depuis plusieurs décennies, c'est ce que s'accordent à dire les témoins et les policiers. Alors un cortège de près de 2000 gilets jaunes était parti depuis la place de la Bourse à quelques centaines de mètres ici, avec pour objectif de rejoindre donc cette place de l'hôtel de ville. Mais surprise, alors arrivés, ils ont trouvé les deux accès de la place bloqués par des fourgons de police. Une provocation selon certains de ces gilets jaunes. Alors près de 300 d'entre eux ont décidé de rester et d'affronter les forces de l'ordre pour pouvoir réussir à accéder à cette place. Jets de bouteilles, fumigènes, pétards ou encore grenades de gaz lacrymogène. Une tension extrême s'est ressentie sur la place ce samedi en fin d'après-midi. Plusieurs feux ont même été allumés devant la cathédrale Saint-André qui se trouve juste en face de moi, devant l'hôtel de ville, avec les palissades de chantier de cette cathédrale Saint-André. Une centaine de personnes avaient même pour objectif de prendre la mairie. Ce sont les mots qu'ils ont utilisés. Alors quelques individus ont été interceptés au moment où ils franchissaient les portes du bâtiment de l'institution qui se trouve juste derrière moi. Bilan de ces 4 heures environ d'affrontement, 7 blessés dont un policier. 2 personnes ont quant à elles été placées en garde à vue. Raphaël Orenbuch, TV7 à Bordeaux. Quel sera l'acte 4 de ces manifestations? Qu'est-ce qu'on attend à Bordeaux? Quel sera l'interlocuteur aussi des Gilets jaunes? Alain Juppé, Alain Rousset, le président de région? Comment ça se passe à Bordeaux? Alors pour l'instant on ne sait pas justement si les manifestants bordelais vont être reçus par les pouvoirs publics locaux. On ne sait pas si Alain Rousset, le président de la région, ou Alain Juppé, le maire de Bordeaux, les recevront dans les jours à venir. En tout cas ce qui est sûr c'est que le maire de Bordeaux s'est exprimé sur Twitter ce samedi. Il a bien sûr condamné les violences et a appelé les gilets jaunes de bonne foi, ce sont ces mots, à se désolidariser de ces comportements. Et sur les réseaux sociaux, bien sûr, la suite du mouvement s'organise déjà. Les Gilets jaunes bordelais appellent à un nouveau rassemblement samedi prochain, samedi 8 décembre. Un événement a notamment été créé sur Facebook. Son nom, Acte 4, Bordeaux, Hôtel de Ville, la chute de Macron.
Si Raphaël Orenbuch de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, vous étiez en direct de la place Péverlan à Bordeaux où ont eu lieu les échauffourées les plus violentes. Voilà. Heureusement, il y a aussi des manifestations qui se sont déroulées dans le calme et sans violence et même avec une note positive comme cette haie d'honneur des Gilets jaunes pour des motards au grand cœur à Lannion dans les Côtes-d'Armor. Quelques 400 Gilets jaunes ont fait une haie d'honneur aux motards mobilisés dans le cadre du Noël de l'Estran. Cette opération leur permet de collecter des fonds pour améliorer le quotidien des enfants polyhandicapés. Hubert Coudurier, vous êtes directeur de l'information du Télégramme. Il y a aussi des choses positives, calmes et qui aident d'autres causes dans les manifestations, notamment en Bretagne. Il y a une spécificité bretonne aux Gilets jaunes, d'autant qu'il y a l'antériorité des bonnets rouges. Cela étant, la semaine dernière, à Langueux, pas très loin, il y avait eu des affrontements très violents. Ce week-end, à Brest, il y a 2000 Gilets jaunes qui ont manifesté sans heurts. Donc, vous voyez, la situation est variée et volatile selon les lieux et selon les moments. Rien à voir avec Paris. Cyril Peter, vous êtes journaliste au Parisien et aujourd'hui en France. On sait que là, les images ont été très fortes, notamment les Champs-Élysées, les tags sur l'Arc de Triomphe, les voitures en feu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la couronne, j'allais dire, autour de Paris? C'est plutôt assez calme, en fait. Tout s'est concentré dans la capitale, dans les quartiers, en fait, où les médias étrangers étaient là pour voir ces images extrêmement choquantes et qui ternissent l'image de la France. Nous, aux Parisiens, on s'est intéressé en fait au profil des 300 environ interpellés et il se trouve qu'il y a une majorité de gilets jaunes dits radicaux, prêts à en découdre, solidaires avec ces militants extrémistes qui veulent casser du flic et casser les symboles du capitalisme. Michel Richard, vous avez été éditorialiste au Midi Libre, vous êtes éditorialiste au Point. En Occitanie, par contre, c'est chaud, j'allais dire. Ça a été un week-end de tension extrême. Ce sont toujours des régions très chaudes. Le Midi, comme on sait, est assez... On a vu Narbonne, par exemple. Voilà, est assez incandescent. Et donc, ça n'a pas... déroger à cette tradition, en effet, de grande violence. Oui. Voilà, on va se rendre à Nice à présent, où nous attend Denis Caro, le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Bonjour Denis, votre journal prend ce matin une initiative. Est-ce que la PQR, dans son ensemble, le fera, la presse quotidienne régionale? On regardera avec nos éditorialistes sur le plateau tout à l'heure. Un débat des élus de La République En Marche face aux Gilets jaunes. Oui, on a estimé que c'était notre rôle, le rôle de la presse quotidienne régionale, de faire vivre le dialogue entre les Gilets jaunes et les élus. Et on a donc pris l'initiative de convier les députés La République En Marche des Alpes-Maritimes à un débat ce matin au siège du journal avec des représentants des Gilets jaunes. Alors les députés ont accepté sans difficulté. C'est un peu plus difficile de trouver des représentants des Gilets jaunes. On le voit au plan national. La question de la représentativité des Gilets jaunes est délicate. On a contacté beaucoup de monde, beaucoup nous ont dit qu'ils n'étaient pas légitimes et surtout que les gens qui étaient susceptibles de venir ne le seraient pas. On voit qu'il y a énormément de courants et il est très difficile, et on l'a vu au plus haut niveau et notamment lors du rendez-vous raté avec le Premier ministre, qu'il est extrêmement difficile de trouver des interlocuteurs. Un relais avec les sites numériques du groupe, c'est une possibilité ça permet une interaction, j'allais dire, plus proche avec les citoyens? Bien sûr, cette interaction, on l'a au quotidien et on l'a à travers aussi les réseaux sociaux sur lesquels, à travers des groupes, qu'ils soient ouverts ou fermés, qui permettent aux Gilets jaunes d'organiser les mouvements. Donc on les suit de cette manière-là et on établit le contact de cette manière, mais trouver des représentants en tant que tels est extrêmement difficile. Merci Denis Caro, vous êtes en direct de Nice Matin et ce matin, une initiative, vous faites rencontrer les élus La République En Marche, ensemble avec les Gilets jaunes dans votre rédaction. Merci. La presse quotidienne régionale Hubert Coudurier peut prendre des initiatives de ce type pour, j'allais dire, recoudre le lien entre Gilets jaunes, le reste de la population, les élus. Oui, d'ailleurs, on publie déjà des portraits des Gilets jaunes ou de leurs leaders pour les faire mieux connaître. On a organisé le week-end dernier un débat avec Jacqueline Moureau, d'autres Gilets jaunes et des députés de La République En Marche. Vous parlez du Télégramme, là. Sur TBO, mais qui a été retransmis sur les sites. Qui est la chaîne du groupe Le Télégramme. Oui. Voilà, pour effectivement créer du lien social, essayer de mieux les comprendre. Mais je crois que ce week-end, on a été confronté à un problème d'ordre public qui a longtemps été masqué par le terrorisme
Et en réalité, cette poussée des groupes d'extrême gauche, d'ultra-gauche et d'ultra-droite était suivie de près par la DGSI et par les services de renseignement. Ils ne sont pas de même nature. Ceux d'ultra-droite sont en général très structurés, donc plus faciles à identifier. Ceux d'ultra-gauche, c'est moins évident. Pour revenir au débat, en Bretagne, c'est le cas, particulièrement, j'allais dire, puisqu'on pense évidemment au bonnet rouge quand on parle de la Bretagne. Oui, alors les bonnets rouges, c'était surtout au départ un mouvement paysan qui s'est élargi entre paysans, ouvriers, patrons. Pour l'instant, il y a des éléments radicalisés qui sont identifiés, mais il n'y a pas eu encore l'équivalent de ce qui s'est passé à Paris, où il y a eu une convergence. Une grosse différence entre Paris et les territoires, Cyril Péter, de ce point de vue-là? En fait, il y a une convergence des colères à Paris, et par le nombre, par l'ampleur. Et par l'ampleur, en fait, des médias étrangers qui voient la plus belle avenue du monde en feu, évidemment, ça crée, on va dire, un énorme décalage entre Paris et les événements à Bordeaux, même si, évidemment, c'était important, mais tout se concentre à Paris. Alors, on est allé à Bordeaux, on est allé à Nice, nous traversons la France, direction Amiens maintenant, dans les Hauts-de-France. Anne-Charlotte Duvivier pour WEO TV et le Courrier Picard, vous êtes en direct et en duplex d'Amiens. Anne-Charlotte, le Nord s'est peu mobilisé, en tout cas sans heurts, on peut dire, hein, surtout. Oui, on peut le dire, Cyril, en effet, il y a eu de la mobilisation ici, mais c'est resté plutôt calme. On a compté à peu près 30 mobilisations partout dans la région des Hauts-de-France. Et en fait, le seul endroit où ça a été un petit peu tendu, mais ce l'était déjà le week-end d'avant, c'était à Calais, où là, des casseurs et des gilets jaunes issus de groupes radicaux se sont regroupés. Et voilà, ça a dégénéré. Une station Total, notamment de service, a été incendiée, a été abîmée. Donc c'est vraiment juste à Calais où la tension a été beaucoup plus vive. Après, dans le reste de la région, la mobilisation est toujours importante, mais on compte quand même un tiers de participants en moins par rapport au week-end d'avant. Donc on sent que ça s'essouffle, mais toujours dans le calme. Ce sentiment de ne pas vouloir rendre impopulaire ce mouvement, soutenu par beaucoup d'habitants des Hauts-de-France ici. Voilà, c'est resté bon enfant. Il y a aussi eu des gilets jaunes qui sont montés à Paris, évidemment, pour rejoindre le mouvement. Et d'ailleurs, dans la presse aujourd'hui, dans le Courrier Picard, dans la Voix du Nord, ils sont interrogés, ils sont un peu en colère par rapport à tout ce qui s'est passé. Ils ne se reconnaissent pas dans ce mouvement violent. Et puis, ils sont plutôt ouverts finalement au dialogue. Ils espèrent une sortie de crise. Ils espèrent qu'on va les écouter. Ils espèrent pouvoir vraiment négocier. Donc voilà, c'est plutôt calme en effet ici, à part à Calais, où ces tensions se sont soldées par 8 gardes à vue des personnes issues de groupes radicaux. Anne-Charlotte Duvivier pour WEO Picardie en direct d'Amiens. Donc calme, vous disiez, relativement calme, mais très déterminé, les Gilets jaunes. Ils comptent aller jusqu'à Noël, hein, vous me disiez. Et puis alors sachez que là, à l'heure où je vous parle, ça bloque déjà depuis 1 heure du côté d'Arras, là où on est. Alors c'est sûr qu'il y a des secteurs où c'est un peu plus, il y a une mobilisation plus importante, donc notamment dans le Pas-de-Calais. On annonce des blocages à Calais, ça se poursuit. Ça fait déjà plus de 3 semaines que chaque jour des blocages sont présents. Les gens se relaient, toujours dans le calme. Aujourd'hui, la une du Courrier Picard, c'est d'ailleurs l'incendie couvre toujours. Ça montre bien que les gens sont déterminés plus que jamais. Ils l'avaient déjà annoncé il y a quelques semaines. Ils iront jusqu'à Noël s'il le faut à Albert, pas très loin d'Amiens, à Flic Secours, ils l'avaient annoncé, ils resteront là pour se faire entendre, pour montrer que voilà, ils en ont ras-le-bol et donc ils sont vraiment déterminés. Et c'est ça, ici, je pense qu'il faut noter, c'est cette détermination et les gens sont déjà présents et ils le seront encore tant que les choses n'auront pas avancé et tant que le dialogue ne sera pas ouvert et qu'ils n'obtiendront pas gain de cause. Voilà, Anne-Charlotte Duvivier en direct et en duplex d'Amiens au Courrier Picard pour WEO Picardie. Merci. Évidemment, vous réinterviendrez tout au long de cette semaine sur notre antenne, Anne-Charlotte. Messieurs, comment répondre à toute cette France ? Pas que Paris, hein, on l'a vu dans ce JT il y a un instant, de Narbonne à Marseille, d'Amiens à Bordeaux. Michel Richard, le gouvernement a fort à faire avec cette réponse à cette colère populaire. Absolument. Alors déjà, disons ce qui serait de fausses réponses, je pense, c'est-à-dire des réponses institutionnelles. Les demandes de démission de Macron, de dissolution, de référendum, ne collent pas, on le voit, et ne sont pas de nature à répondre
aux demandes des Gilets jaunes. Alors je pense que les réponses, elles doivent être de deux ordres, évidemment politiques, hein, sur le fond. Qu'est-ce qu'on donne aux Gilets jaunes? Car il faudra évidemment lâcher du lest, c'est une évidence, on ne peut pas Comment on sort de la crise? Exactement, comment on sort de la crise. Alors il faut trouver des interlocuteurs, ça n'est pas facile, mais il faudra en trouver, il faudra lâcher du lest et il faudra bien donner l'impression et la réalité à ce mouvement qu'on l'a écouté. Et puis, il y a une autre réponse, indépendamment de celle-là, politique, très difficile à conclure, naturellement. Il y a une autre réponse qui me paraît très importante, c'est une réponse d'ordre psychologique. Ce qui est quand même frappant, c'est de voir à quel point le président de la République concentre sur lui plus que de l'impopularité. L'impopularité, ça n'est pas grave, mais une sorte de haine, d'animosité personnelle. Et il est évident qu'il va devoir faire en sorte de changer ou son comportement, à défaut de sa nature, pour renouer avec les Français. Alors, donc, une colère populaire qui s'adresse, vous le disiez à l'instant, à la fois au gouvernement, avec des réponses. Alors, je sais qu'on a appris qu'Édouard Philippe recevait les chefs des partis politiques, oui, donc à Matignon, mais vous disiez directement cette colère populaire qui s'adresse au président de la République. C'est ce que vous pensez également, Hubert Coudurier? Il y a un débat sur la démocratie aujourd'hui. Il y a des choses assez nauséabondes qui émanent des Gilets jaunes ou de certains de leurs représentants les plus radicaux, notamment sur les élections, sur la manière, sur la représentativité. Vous avez aussi des leaders politiques qui demandent, sinon la démission, du moins un référendum. Qui remettent en cause la légitimité du président de la République. D'un président qui a été élu. Qui a été élu par une majorité de Français. Or, c'est quand même la majorité qui décide en démocratie. Donc ça, c'est un débat qui va devoir être soldé. Pour le reste, c'est pas la première fois qu'il y a des conflits sociaux. En France, il y a eu mai 68, il y a eu mai 95, ça a duré pendant plusieurs semaines. Il y a des présidents comme Nicolas Sarkozy qui avaient l'habitude de tout lâcher tout de suite. Comme ça, on ne pouvait pas ensuite leur reprocher d'avoir été faibles. Au contraire, ils savaient écouter. Bon. Actuellement, je ne sais pas quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron, peut-être lui-même cela le demande-t-il. Est-ce qu'il va nous faire le coup de De Gaulle à Baden-Baden, être silencieux, disparaître, revenir? Il réalise en tout cas que les corps intermédiaires, ça a du bon. Et que vouloir être en direct, comme il l'avait dit lors de sa démarche mémorielle, son itinérance mémorielle, où il s'était félicité d'être un peu bousculé, c'est pas forcément la meilleure solution. On vit dans une société aujourd'hui qui n'est plus verticale, où l'autorité se discute et doit être légitime. C'est la leçon d'ailleurs que lui a administré le général de Villiers dans son livre « Qui c'est le chef ?» Cyril Péter, il y a aussi les réseaux sociaux. Personne ne peut maîtriser ce qui s'y passe. On a vu qu'ils étaient très, très importants dans la mobilisation. Et il y a un peu du romantisme en fait dans ce mouvement, parce que c'est né spontanément sur les réseaux sociaux, des gens qui ne se parlaient pas forcément et qui se retrouvent à tenir des ronds-points aux quatre coins de la France et venir dans la capitale. Donc c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à comprendre ce mouvement, un peu comme, permettez-moi un peu la comparaison, mais comme en Tunisie par exemple, au printemps arabe, c'est sur les réseaux sociaux que la colère de la Tunisie périphérique s'est manifestée. Et que les images qu'on voit pendant que vous parlez perdurent tout au long de la semaine. Une fois que les chaînes infos ont fait leur travail, ont montré ça, alors que le mouvement s'essouffle. Alors que le mouvement s'essouffle. Paradoxe donc. C'est évidemment les scènes de violence, d'incendie qui reviennent en boucle. Qui reviennent en boucle et aussi qui font plaisir en quelque sorte aux médias étrangers. Enfin, voilà, qui font plaisir et en même temps, un des grands succès de la présidence Macron, c'était justement que les investissements étrangers revenaient et que tout ça aujourd'hui risque d'être ruiné. Il y a quand même des conséquences économiques non négligeables. Plusieurs millions de dégâts à Paris. Voilà. Anne Hidalgo est reçue actuellement par le Premier ministre. Alors justement, Michel Richard, et vous, Cyril Péter, c'est une facture en milliards d'euros qui se chiffre en milliards d'euros pour les commerces. D'ailleurs, le ministre de l'économie reçoit les commerçants. On a vu les dégradations. Là aussi, c'est un problème qui est devenu économique. C'est-à-dire que, en cause la baisse du pouvoir d'achat, eh bien, elle sera accentuée du coup. Naturellement. Le paradoxe de tout mouvement social qui est comme celui-là insaisissable et largement incontrôlable, c'est que d'une certaine manière, il se nuit à lui-même. C'est-à-dire que les manifestants jouent contre eux, pour une part.
car naturellement, toutes les contreparties économiques très très lourdes, en effet, que ce soit dans les chiffres d'affaires, à l'approche de Noël, commerce, etc., je ne parle même pas des dégradations, vont finir par se retourner contre les revendications même des manifestants. C'est le paradoxe. Alors, les gilets jaunes, ceux qui sont évidemment se déclarent contre les violences, disent ben oui, mais c'est le prix à payer pour faire céder. C'est ce qu'on a entendu, effectivement. C'est ce qu'on a entendu. Alors voilà, c'est une question au fond de vase communicant, d'équilibre et de sentiment, car là-dessus aussi, ne nous trompons pas, l'opinion, nous ne savons pas comment l'opinion, qui était jusqu'alors très favorable à ce mouvement, va ou non se retourner, dans quelle proportion. Est-ce que ce week-end, évidemment catastrophique, va faire changer les têtes? Cyril Péter, vous travaillez au supplément Écho du Parisien, vous êtes bien placé pour regarder et analyser ses conséquences économiques. L'année 2018 n'avait pas du tout déjà été bonne pour le commerce, ça va rien arranger. Non, mais en fait, moi je pense surtout au tourisme, qui se mettait à repartir. Et là, comme les images de Paris à l'international. Évidemment, là, c'est terrible pour le tourisme. Et il y a un chiffre, moins 15% de réservations dans l'hôtellerie. Donc évidemment, le secteur commence à vraiment s'inquiéter. D'autant que la France fait à l'image à l'étranger d'un pays gâté, d'un pays d'enfants gâtés, d'un pays de cocagne, et pas seulement dans les pays anglo-saxons. La difficulté aussi, c'est de traiter une dépression nerveuse. Finalement, c'est ce que vit aujourd'hui le pays. Je me souviens d'un psychiatre disant à une patiente qui lui disait qu'elle souffrait, mais l'humanité entière souffre. Et donc le problème aujourd'hui, c'est de hiérarchiser ceux qui souffrent le plus et ceux auxquels on peut apporter des réponses. Bon, il me semble évident qu'Emmanuel Macron va devoir lâcher sur la taxe sur les carburants. Il y a un problème avec l'État français, il y a un problème de surpression fiscale qui est devenu insupportable. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il refonde sa politique économique. Ils ont lâché beaucoup d'argent finalement pour rien, notamment sur la taxe d'habitation. Ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Il va falloir qu'ils refassent finalement une sorte de Grenelle inversé pour redéfinir les priorités économiques. Michel Richard, est-ce que le gouvernement peut compter sur l'opposition pour être force de proposition? Alors écoutez, j'ai peur que non. Parce qu'il faut bien voir... Pas François Hollande. Certes. Il faut bien voir que tous les partis d'opposition, ils sont nombreux, ne serait-ce que parce qu'ils veulent prendre leur revanche sur ce jeune Macron qui les a floués, disent-ils. Mais on entend Macron démission, Dieu sait, mais que je sache, on n'entend pas beaucoup Wauquiez au pouvoir ou Mélenchon à l'Élysée, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est la chance d'Emmanuel Macron, ça? C'est sa chance? Oui, alors c'est la chance, et puis en même temps, c'est quelque chose de vertigineux. Parce que quand on voit à quel point le président est attaqué dans sa personne même, et on se dit, et qui d'autre? Qui d'autre? C'est quelque chose de très anxiogène. Et donc c'est très anxiogène. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de demande de la part de l'opinion d'un quelconque autre leader. La mairie de Paris joue un rôle important dans la réparation, dans le nettoyage. Cyril Péter, vous travaillez au Parisien. Les fonctionnaires de la ville de Paris ont été très réactifs. On les a vus tout de suite dans les rues. Oui, communiquer aussi dimanche. et prendre des photos des dégâts à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Évidemment, là encore une fois, les images choquent. On les voit pendant que vous Anne parlez. Hidalgo aussi était en première ligne hier pour constater les dégâts. Elle va faire une annonce aujourd'hui avec les chiffres. On voit ces fonctionnaires de la ville de Paris, au fond, qui étaient là très, très vite. Hein. Oui, dès le matin, à 5h, au boulot, avec leurs gilets jaunes aussi, les éboueurs avec leurs gilets jaunes, juste pour l'anecdote. Non, bah voilà, on voit encore les images qui font le tour du monde et qui... Merci. C'est pas la première Cyril. fois qu'il y a des émeutes. Bien sûr. Ouais. Cyril Péter, juste un mot sur le supplément Écho. Oui, là, c'est un sujet positif. On est allé dans le Morbihan. Bienvenue à bord. Et en Vendée, voilà, pour mettre en avant l'occasion du salon nautique, les entreprises qui recrutent, et elles sont nombreuses, notamment en Vendée avec le champion français des voiliers de plaisance qui recrutent. Et une occasion aussi où j'ai rencontré des gilets jaunes parmi ces ouvriers qui travaillent dans ces usines, parce qu'ils sont obligés de prendre leur voiture pour travailler de 3h, de 5h du matin à 13h ou de 13h à 21h. Pour nourrir leur famille. Voilà. Merci Cyril Péter, du Parisien d'aujourd'hui en France, supplément Écho. Aujourd'hui, merci Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et président de TBO et de TB Ouest, les chaînes TNT de Bretagne. Et merci Michel Richard, éditorialiste au Point. Merci. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Vous allez voir, il fait beau en France et sur le canal 13 de la TNT, on ne les oublie pas, c'est la météo aussi des territoires français d'outre-mer. A tout de suite.
La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, notre édition continue bien sûr ce matin, spéciale crise des Gilets jaunes. Tout à l'heure, c'est Guillaume Larrivé, le député LR de Lyon, secrétaire général délégué des Républicains, qui sera notre invité. Et un deuxième invité politique lui succédera sur ce plateau, c'est Hugues Rançon, le vice-président de l'Assemblée nationale. Tout de suite, c'est le Zap Monde avec TV5 Monde, ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures. Ne l'oublions pas. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est souriant et confiant que Benyamin Netanyahou s'est présenté devant les caméras juste après l'annonce explosive du chef de la police israélienne. Les enquêteurs détiendraient suffisamment de preuves pour inculper le chef du gouvernement pour corruption, fraude et abus de pouvoir. Il s'en défend. Il ne se passera rien parce qu'il n'y a rien et qu'il n'y a jamais rien eu. Benyamin Netanyahou aurait accordé des faveurs gouvernementales à l'entreprise de télécom Bezek en échange d'une couverture médiatique à son avantage sur un site d'information que possède cette société. Des dizaines de milliers de personnes à Bruxelles, elles étaient réunies autour d'un objectif commun, marcher pour le climat. Moi, je suis toujours intéressé à la nature et je vois maintenant vraiment la biodiversité qui est en train de se cracher. En fait, c'est pour mes enfants, comme vous voyez, parce que je trouve que c'est l'héritage le plus important que je peux leur laisser. Cela ressemble à une prière. On n'en est pas loin. Ces candidats à l'immigration sont en train de lire à haute voix leur demande de visa. Mais l'espoir d'être accepté ici au Mexique ou de l'autre côté, aux États-Unis, est très mince. Après avoir marché jusqu'à cette frontière américaine, les options sont réduites. Soit repartir dans leur pays d'origine. Deuxième option, rester. Mais il faut alors subir les conditions déplorables des camps d'accueil. L'hiver est installé, il faut vivre jour et nuit avec le froid et la pluie. Il faut que la situation s'améliore. Les conditions dans lesquelles nous sommes sont épouvantables. Beaucoup d'enfants sont malades dans le refuge. Donc nous devons partir dès que possible. Une nouvelle option s'est donc présentée ces dernières heures, une grève de la faim. Voilà 3 ans que ces deux amis sénégalais arpentent les rues de Buenos Aires. Un parcours migratoire contraint par la situation économique de leur pays. Des fois, je me sens dépaysé parce que si c'était réellement mon choix, je vais rester au Sénégal. Un regard franc et plein de persévérance aussi, qui a poussé Sow et Fallou à participer au projet lancé par une metteur en scène argentine. Intriguée par la présence d'immigrés sénégalais à Buenos Aires, elle s'est documentée sur l'histoire de leur pays et leur quotidien. Elle a souhaité que ce soit eux qui racontent leur propre histoire.